Elle se tenait devant lui, les mains tremblantes, une photo froissée dans le poing. Son visage avait vieilli, il était marqué, fatigué, mais elle voyait toujours l'homme qu'elle avait passé toute sa vie à traquer. L'homme qui, selon elle, avait détruit son père. Je pensais que si je te regardais dans les yeux, je me sentirais que justice était faite, dit Alice. Sa voix était calme, trop calme, mais ce n'est pas le cas, je me sens juste vide. La salle de la prison était silencieuse, stérile, aussi froide que les années qu'elle avait passées à préparer ce moment. 20 ans de questions, de colère, de chagrin transformé en obsession. Elle avait tout sacrifié, ses amis, son amour, sa tranquillité d'esprit, pour cette confrontation. Il la regardait non pas avec haine ou défiance, mais avec quelque chose de plus profond. Le regret. « J'ai essayé de le protéger », murmura-t-il. Alice retint son souffle. Ce n'était pas le scénario prévu. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Une vague de confusion l'envahit soudainement. Et pour la première fois, elle comprit que son père n'était peut-être pas victime d'une trahison, mais de ses propres secrets. Elle quitta la pièce sans dire un mot, et juste comme ça, la justice pour laquelle elle avait vécu s'effondra sous le poids de la vérité. Si ce moment vous amène déjà à tout remettre en question, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être le premier à découvrir des histoires qui ne sont pas seulement racontées, mais ressenties. Des vies réelles, des choix réels, des vérités brutes. Rejoignez une communauté qui ose ressentir profondément. Ce n'est que le début. Alice Walker avait 9 ans lorsque son monde s'est effondré. Son père, Thomas, était le genre d'homme qui pouvait faire du silence une histoire. Il était peintre, rêveur, le cœur de leur foyer. Alice se souvenait de son rire résonnant dans la maison lorsqu'il la soulevait sur ses épaules et lui montrait les étoiles comme s'il connaissait chacune d'elles par leur nom. Mais cette nuit-là, tout a changé. Elle était dans son lit lorsque les cris ont commencé. Le claquement de la porte d'entrée. Les voix. L'une d'elles, celle d'une femme, était aiguë et autoritaire. Une autre, celle de son père, était confuse, suppliante. Alice a descendu les escaliers à pas de loup, juste à temps pour le voir se faire menotter. Son regard s'est rivé sur le sien. « Tout va bien se passer, ma chérie », lui a-t-il dit. Mais ce ne fut pas le cas. Thomas Walker a été arrêté pour fraude financière et complot. Les médias l'ont dépeint comme un escroc. Le procès a été rapide. La honte, encore plus rapide. Et puis, 1 an plus tard, il était mort. D'une crise cardiaque, ont-ils dit. Mais Alice n'y a jamais cru. Déborah, sa mère, s'est renfermée sur elle-même après cela. Elle vivait comme un fantôme, sans explication, sans chaleur. Leur maison est devenue un musée aux portes closes et aux questions sans réponse. Alice a grandi avec une seule mission, découvrir qui avait fait ça à son père. Elle a étudié, lu tous les documents qu'elle pouvait trouver. Pendant que les autres enfants faisaient la fête, Alice fouillait dans les archives de vieux journaux. Elle est devenue obsédée par les noms, les dates et les liens. Elle portait le poids de ses dernières paroles comme un serment. À l'université, Alice était déjà connue comme la fille qui ne pouvait pas lâcher prise. Ses amis allaient et venaient. Ses amants la quittaient, incapables de rivaliser avec un fantôme. Mais Alice s'en moquait. Elle ne construisait pas une vie, elle construisait un dossier. Et au fond d'elle-même, elle croyait que lorsqu'elle aurait enfin démasqué la personne qui avait détruit son père, tout prendrait enfin un sens. Le chagrin cesserait. La douleur s'atténuerait. Et peut-être, juste peut-être, entendrait-elle à nouveau son rire, même si ce n'était qu'en souvenir. Elle ne savait pas à quel point elle se trompait. Alice ne voulait pas seulement la vérité. Elle en avait besoin comme de l'air. À la fin de ses études, elle avait déjà refusé des offres d'emploi qui ne correspondaient pas à sa véritable mission. Le journalisme lui donnait accès aux archives, aux dossiers judiciaires et à des personnes qui ne parleraient pas à une fille, mais peut-être à une journaliste. Elle n'avait jamais oublié la dernière image qu'elle avait de son père, son regard croisant le sien alors que la police l'emmenait. Ce regard, ce n'était ni de la peur, ni de la culpabilité, c'était autre chose, quelque chose de non dit.
Ce moment était devenu le pilier de toute son identité. Alors que les autres rêvaient d'une carrière et d'une famille, Alice a monté un dossier, une enquête privée et acharnée. Elle a rempli des cahiers de chronologie, scanné des documents judiciaires, déposé des demandes d'accès à l'information, recherché des noms qu'elle n'avait vus qu'en notes de bas de page. Son appartement était encombré de boîtes étiquetées par année. Un mur était recouvert d'une fresque composée de photos, de cartes et de ficelles. Au centre, un nom, Michael Reeds. C'était le meilleur ami de Thomas Walker. Ils avaient travaillé ensemble dans une organisation à but non lucratif avant l'arrestation de Thomas. Après le scandale, Michael avait disparu pendant des années. Puis, il était réapparu soudainement, à la tête d'un cabinet de conseil qui connaissait un succès suspect. Alice ne croyait pas aux coïncidences. Elle le suivait discrètement sur Internet, lors d'événements publics, en regardant ses interviews. Son charme la mettait mal à l'aise. Il parlait d'intégrité dans les affaires, et chacun de ses mots était comme une gifle, puis une percée. Un ancien collègue de son père a accepté de parler anonymement. Il a laissé entendre que Michael était présent dans la pièce le jour où Thomas a conclu l'accord qui allait mener à son arrestation. Alice était convaincue qu'il n'aurait jamais conclu cet accord, sans la trahison d'un proche. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Elle a tout noté, créé des chronologies, fouillé dans les documents financiers qui reliaient la société de Michael à des sociétés écrans liées à la fraude. Pour elle, ce n'était pas seulement des preuves, c'était la justice qui prenait forme. Pourtant, quelque chose la rongeait. Une lettre qu'elle avait trouvée des années auparavant, l'une des dernières de son père. Elle était vague, pleine de tristesse. « Je t'ai déçu », disait-elle. « J'ai fait des choix que je pensais bons pour nous protéger. J'avais tort. » Elle s'était convaincue qu'il s'agissait d'auto-accusation, pas d'aveu. Mais maintenant, avec Michael dans son viseur, elle repoussa ses doutes. Elle était si près du but. Alice croyait que faire tomber Michael ne restaurerait pas seulement le nom de son père, mais le ressusciterait. Du moins dans sa mémoire. Cela signifierait qu'il n'avait pas choisi la honte, qu'il ne l'avait pas abandonné. Ce rêve n'était pas seulement une question de justice, c'était la rédemption, et c'était personnel. Plus Alice se rapprochait de la vérité, plus tout autour d'elle devenait instable. Elle dormait à peine. Son monde se réduisait à une seule obsession, prouver que Michael Reeds avait trahi son père. Chaque nouvelle piste qu'elle découvrait était un triomphe, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le premier effondrement fut silencieux. Elle trouva une boîte contenant de vieux effets personnels dans le grenier de sa mère. À l'intérieur, une pile de lettres attachées avec de la ficelle, des lettres de son père, écrites pendant son procès. Certaines étaient chaleureuses, d'autres anxieuses. Mais une, cachée au fond, se démarquait. Elle était différente. Elle ne lui était pas adressée. Elle était destinée à sa mère. Thomas y exprimait sa peur, pas celle de la prison, mais celle d'être démasqué. « Ils viendront me chercher », écrivait-il. Et peut-être qu'ils ont raison. J'ai franchi une ligne, même si c'était pour eux, pour toi, pour Alice. Alice se figea. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle lisait et relisait cette phrase. Avait-elle tout compris de travers? Elle confronta sa mère le soir même, jetant la lettre sur la table de la cuisine. Déborah y jeta à peine un coup d'œil. Son visage était vide, distant. « Il essayait de nous protéger, » dit Déborah. « Tu n'étais qu'une enfant. » Alice explosa. La protéger, en la laissant seule dans un monde qui crachait sur son nom, en faisant d'elle quelqu'un qui ne pouvait pas tourner la page, sa mère ne dit rien d'autre. Ce silence brisa quelque chose. La confiance qu'Alice avait autrefois éprouvée commença à s'éroder. Elle reprit son enquête, mais ses pensées étaient désormais assombries par le doute. Et si son père n'était pas entièrement innocent? Et si Michael n'était pas le méchant, mais un bouc émissaire? Elle commença à s'éloigner des gens. Son petit ami, Daniel, le remarqua le premier. « Tu n'es pas là, » lui dit-il, lors d'un de leurs rares dîners ensemble. « Même quand tu es là, il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu? Il n'avait pas vu son enfance s'effondrer en une nuit. Il n'avait pas vécu avec un vide là où aurait dû être la voix de son père. Ils se disputèrent. Elle pleura.
Il partit. Le mur de son appartement, la fresque, devint chaotique. Les fils s'en mêlaient. Des notes griffonnées recouvraient d'autres notes. Sa certitude, autrefois si forte, s'effritait. Elle essayait de redoubler d'efforts, de se concentrer, d'aller de l'avant. Mais pour la première fois, elle commençait à ressentir le poids des années, de la douleur, de la vérité qu'elle ne voulait pas voir. Le rêve qui lui avait autrefois donné un but alimentait désormais sa peur, et pour la première fois de sa vie, Alice se demandait si elle ne se battait pas contre le mauvais ennemi. Alice a cessé de répondre à son téléphone. Les jours se confondaient avec les nuits. Son appartement, autrefois un chaos contrôlé de documents et de cartes, était devenu une prison. Des boîtes de plats à emporter vides, les rideaux toujours tirés, son ordinateur portable ronronnait sans cesse, les onglets des dossiers judiciaires et des traces financières, ouverts comme des blessures qui refusaient de cicatriser. Elle avait soumis à son rédacteur en chef un article sur Michael Reeds, une histoire qui, elle en était sûre, allait tout révéler. Mais au lieu d'éloges, elle n'obtint que le silence. Puis, un appel, des menaces juridiques. Son rédacteur en chef retira l'article, invoquant des allégations non fondées. Michael avait des avocats, de l'influence, du pouvoir. Elle n'avait que des soupçons et un cœur brisé. Cette semaine-là, elle fut licenciée. Alice fixait l'email de licenciement comme s'il était écrit dans une autre langue. Son travail était la dernière chose qui la reliait à la réalité. Et maintenant, même cela avait disparu. Elle n'a pas appelé Daniel. Elle n'avait plus personne à appeler. Elle luttait contre le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les souvenirs revenaient. Son père peignant à la table de la cuisine. Son regard lorsque la police était arrivée. Cette lettre inachevée. La culpabilité commença à la ronger de l'intérieur. Et si elle avait détruit le mauvais homme? Et si cette obsession n'avait jamais été une question de justice, mais plutôt de combler un vide que personne ne pourrait jamais combler? Une nuit, elle prit un taxi pour traverser la ville et attendit devant l'immeuble de Michael Reeds. Il ne savait pas qu'elle était là. Elle resta assise de l'autre côté de la rue, observant les lumières de son appartement. Elle imaginait ce que ce serait de le confronter, de crier, de casser quelque chose. Elle ne bougea pas. Puis, un soir, poussée par un instinct imprudent, elle s'introduisit dans l'immeuble. Ce n'était pas prémédité. Elle suivit simplement un résident dans le hall, prit l'ascenseur et crocheta la serrure de son bureau. Elle n'avait ni arme, ni objectif précis, seulement son désespoir. À l'intérieur, elle fouilla les tiroirs, feuilleta les dossiers. Rien n'avait de sens. Puis le gardien arriva, la police, les menottes, tout comme son père. Elle passa une nuit en prison. Elle ne manqua pas de remarquer l'ironie de la situation. Les charges furent abandonnées après que Michael eut refusé de porter plainte, mais le mal était fait. Sa mère l'appela une fois et lui laissa un message. « Tu as besoin d'aide, Alice. S'il te plaît. » Alice n'a pas rappelé. Elle a arrêté de manger. Ses vêtements étaient de plus en plus amples. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir. Tout ce en quoi elle croyait s'effondrait. La personne qu'elle pensait être, la fille qui suivait le droit chemin, était devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Un après-midi, recroquevillée sur le sol de son appartement, Alice repensa à la mort de son père. Pas seulement les gros titres ou les funérailles. Le silence qui avait suivi. Le fait que personne ne lui avait demandé comment elle allait. Le fait qu'elle avait dû porter ce poids toute seule. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était de l'abandon. Et elle avait construit toute son identité autour de cette douleur. Elle tendit la main vers un flacon de somnifère, pas pour en finir, mais pour faire taire le bruit, pour se reposer, juste se reposer. Mais sa main s'arrêta en plein mouvement. On frappa à la porte, elle l'ignora, on frappa à nouveau. Puis, une voix se fit entendre. « Mademoiselle Walker, j'étais un ami de votre père. Samuel Brooks. » Alice ouvrit la porte, échevelée, les yeux vides. Samuel la regarda avec une douceur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez toute l'histoire, » dit-il. Elle ne dit rien. Elle s'écarta simplement pour le laisser entrer. Et pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, elle écouta. Si une partie de cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour réfléchir.
Aimez la vidéo si vous avez déjà cherché des réponses qui ne sont pas venues facilement. Et dites-nous dans les commentaires, quelle vérité avez-vous dû affronter? Votre voix pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Samuel Brooks était assis sur le bord du canapé usé d'Alice, un homme qui portait ses propres fantômes dans ses yeux. Il tenait dans sa main une enveloppe fine, jaunie par le temps, scellée avec de la colle fragile. « J'ai gardé ça pendant des années, » dit-il. « Thomas m'a demandé de te le donner si jamais je voyais que tu te noyais. » Alice le fixait. Elle ne bougeait pas. « Ce n'est pas une preuve. Cela ne vous donnera pas de nom ni de réponse juridique, mais cela vous apportera peut-être la paix, » ajouta-t-il doucement. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle prit l'enveloppe. Elle n'était pas épaisse, juste une lettre pliée. L'écriture de son père couvrait la page de traits irréguliers, les mots se confondant les uns avec les autres, frénétiques, comme s'il l'avait écrite dans une tempête. « Alice, si tu lis ceci, alors le fardeau a duré plus longtemps que je ne l'espérais. Je ne voulais pas que tu aies à le porter. J'ai fait des choix, certains pour te protéger, d'autres par orgueil. J'ai menti. Pas pour te faire du mal, mais pour te protéger de ce que je suis devenu. Je n'étais pas l'homme que tu croyais que j'étais à la fin. » Elle ne pouvait plus respirer. Il a tout avoué. Pas tous les détails, mais suffisamment. Il avait signé un accord qui violait tous les principes auxquels il avait toujours adhéré, pas par cupidité, mais parce que l'organisation à but non lucratif qu'il dirigeait était en train de s'effondrer. Il pensait pouvoir arranger les choses avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Mais quelqu'un l'a fait. Et au lieu de se battre, il a pris la responsabilité sur lui pour éviter que les personnes qu'il aimait ne souffrent davantage. Michael a essayé de m'en empêcher. Il m'a supplié de ne pas le faire. Mais à ce moment-là, j'avais déjà franchi le pas. Le papier glissa des mains d'Alice. Toutes ces années, toute cette haine, cette destruction. Elle avait construit son identité autour d'un mensonge, non pas parce que son père avait menti par malveillance, mais parce qu'elle avait besoin de croire qu'il était irréprochable, que quelqu'un d'autre le lui avait volé. Elle resta assise, en silence. Samuel ne dit rien, il attendait simplement. Les heures passèrent. Le poids de la vérité s'installa comme de la poussière dans une pièce silencieuse, lourd, immuable, mais réel. Alice regarda autour d'elle dans son appartement, le mur de conspiration, les boîtes de dossiers, tout cela semblait ridicule à présent. Non pas parce que sa douleur n'était pas légitime, mais parce qu'elle l'avait aveuglée. « J'ai fait du mal à des gens », murmura-t-elle. Samuel acquiesça. « Tu n'es pas la seule. » Cette nuit-là, elle n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Elle n'essaya pas de réécrire son histoire. Elle pleura tout simplement pour son père, pour elle-même, pour tout ce qu'elle avait perdu entre-temps. Et alors que le soleil se levait, une question remplaça celle qui l'avait animée pendant 2 décennies. Non plus « qui a détruit mon père », mais « qui suis-je sans ma vengeance ?» Le lendemain matin, Alice se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores, ce qui était rare dans son appartement. Pour la première fois depuis des années, elle ne chercha pas son ordinateur portable. Elle ne parcourut pas les gros titres, ni ses anciens dossiers. Elle resta simplement assise au bord de son lit, serrant la lettre de son père dans ses mains. Il n'y avait plus de mystère à résoudre, seulement la vérité à accepter. Elle n'essaya pas de prétendre que tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Son père avait menti. Il avait échoué. Mais elle aussi. Et peut-être était-ce cela qui les reliait enfin. Non pas l'image parfaite qu'elle s'était construite, mais les failles qu'ils portaient tous les deux en eux. Alice passa les jours suivants dans le silence. Elle se déconnecta. Elle se promena sans son téléphone. Elle se laissa envahir par toutes les émotions qu'elle avait enfouies sous sa croisade. Puis, un après-midi, elle ouvrit son application de podcast et créa un nouvel enregistrement. « Bonjour, je m'appelle Alice Walker », commença-t-elle. « Et ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire sur la douleur et sur ce que nous en faisons lorsque nous cessons enfin de fuir. » Elle ne cita aucun nom, elle n'accusa personne. Au lieu de cela, elle raconta son histoire, comment elle était devenue prisonnière d'un chagrin déguisé en justice, comment elle avait poursuivi des fantômes jusqu'à se perdre elle-même. Le premier épisode était brut, imparfait,
mais il était authentique. Elle le publia sans trop réfléchir. Quelques heures plus tard, les commentaires commencèrent à affluer. « Ça m'a touché en plein cœur. Merci. Je suis en colère contre mon père depuis 10 ans. Je crois que je comprends enfin pourquoi. Continuez, s'il vous plaît. » À la fin de la semaine, sa boîte de réception était pleine. Des messages d'inconnus qui avaient perdu leurs parents, cru à des mensonges, ruiné des relations en cherchant une conclusion qu'ils n'auraient jamais trouvée. Des gens qui, comme elle, avaient utilisé la douleur comme une carte pour finir encore plus perdus. Pour la première fois, Alice n'était plus seule. Elle a établi un programme, un épisode par semaine. Pas de script, juste de l'honnêteté. Chaque histoire qu'elle racontait lui enlevait une couche de ressentiment. Elle ne cherchait plus la justice. Elle cherchait la guérison pour elle-même et pour tous ceux qui l'écoutaient et qui en avaient besoin. Un matin, elle a reçu un email qui l'a glacée. Il venait de Michael Reeds. « J'ai écouté votre podcast. Je pense que nous méritons tous les deux de discuter. Sans caméra. Juste la vérité. » Alice n'a pas répondu tout de suite. Elle n'était pas sûre d'être prête. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui n'avait autrefois brûlé que de vengeance, lui murmurait maintenant quelque chose de plus doux. Peut-être était-il temps d'écouter. Alice a regardé l'email de Michael pendant 3 jours avant de répondre. Elle ne savait pas quoi dire. Chaque fibre de son être le considérait toujours comme un ennemi. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, après la lettre de son père, après que tout avait été révélé, elle savait que refuser cette conversation signifierait rester figée au même endroit pour toujours. Elle répondit « Oui, 1 heure, dans un lieu public. C'est tout ce que je peux vous accorder pour l'instant. » Ils se retrouvèrent dans un café tranquille d'un quartier de banlieue, loin du bruit de la ville. Michael avait l'air plus vieux, plus fatigué que l'homme élégant qu'elle avait observé pendant des années. Son regard, bien que prudent, n'était pas défensif. Il semblait porter un poids différent. « Merci d'être venu, » dit-il. Alice acquiesça, les bras croisés, sur la défensive. « Je n'ai pas besoin d'excuses, » dit-elle d'un ton sec, « juste des réponses. » Il soupira. « J'ai essayé de l'arrêter, je l'ai supplié de dire la vérité, mais ton père, il ne pouvait pas supporter la honte, pas pour lui-même, pour toi. » Michael lui expliqua comment ils avaient tous deux bâti cette organisation à but non lucratif à partir de rien. Comment les fonds s'étaient taris et comment Thomas, désespéré de la maintenir à flot, avait pris des décisions qui avaient tout mis en péril. Michael l'avait découvert trop tard. Lorsque Thomas avait été arrêté, il avait voulu se dénoncer, mais Thomas l'avait supplié de ne pas le faire. Il a dit que tu avais besoin de quelqu'un à haïr. Il ne voulait pas que ce soit lui. Alice sentit sa gorge se serrer. Elle avait passé 20 ans à se nourrir de haine. Son père avait passé ces derniers mois à essayer de la protéger de la vérité. Et Michael était devenu une victime collatérale dans une histoire dont aucun d'eux ne savait comment s'échapper. « J'ai détruit ta vie », murmura-t-elle. Michael ne broncha pas. « Non, j'ai choisi de garder le silence. Nous avons tous fait nos choix. » Ils parlèrent pendant 2 heures. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête. Après, Alice marcha sans but pendant des heures. Sa poitrine était lourde mais différente, comme si quelque chose bougeait en elle. Ce n'était pas une résolution, mais un soulagement. Pourtant, la guérison n'était pas linéaire. Ce soir-là, elle se retrouva à fixer son ancien mur d'enquête. Les photos, le fil rouge, la rage, elle enleva tout, un par un. Pas par colère ou par regret, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Dans les semaines qui suivirent, elle continua à enregistrer. Son podcast prit de l'ampleur. Les gens partageaient leurs propres réflexions. Elle commença à recevoir des invitations pour prendre la parole dans des écoles, des groupes de soutien, voire des forums juridiques. Mais chaque fois qu'elle se tenait devant un micro, elle se rappelait une chose. Elle n'était pas là pour dire aux gens ce qu'ils devaient croire. Elle était là pour leur rappeler que parfois, l'ennemi que nous poursuivons nous protège d'une douleur que nous ne sommes pas prêts à affronter. Et quand nous sommes enfin prêts, c'est là que la véritable histoire commence. C'est la veille du 65e anniversaire de son père qu'Alice est finalement retournée au cimetière. Elle n'y était pas allée depuis plus de 10 ans.
La pierre tombale était plus petite que dans son souvenir, usée par le temps et les intempéries. Elle s'agenouilla à côté, effleurant du bout des doigts les lettres gravées dans la pierre. Thomas Walker, père bien-aimé, rêveur, imparfait. Elle resta longtemps sans rien dire, puis elle parla, non pas pour le défunt, mais pour la jeune fille qui avait attendu des années pour entendre ces mots sortir de sa bouche. « Je sais que tu n'étais pas parfait, » murmura-t-elle, « et je te pardonne ton silence, tes choix, de ne pas m'avoir fait confiance. » Une brise souffla dans les arbres au-dessus d'elle, et l'espace d'un instant, elle ferma les yeux et se laissa envahir par cette sensation. Ce n'était pas une conclusion suggérait une fin. Ce qu'Alice ressentait maintenant était un commencement où le chagrin ne la contrôlait plus, mais l'accompagnait, réel, constant, mais plus maître d'elle. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle fit quelque chose qu'elle avait repoussé depuis des semaines. Elle s'assit et écrivit le dernier épisode de la première saison de son podcast. Il commençait par la lettre de son père, lue dans son intégralité, sans commentaire, sans dramatisation. Juste les mots d'un homme qui avait essayé de faire ce qu'il fallait de la mauvaise manière et d'une fille qui avait enfin compris qu'aimer quelqu'un, c'est accepter ses défauts. L'épisode est devenu viral en quelques heures. Les auditeurs ont inondé sa boîte mail de messages exprimant leur chagrin, leur compréhension et leur pardon. Certains ont dit avoir repris contact avec des parents avec lesquels ils étaient en froid. D'autres ont dit avoir pleuré pour des personnes disparues depuis longtemps. Et beaucoup ont simplement dit « Merci, je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre ça. » Mais un message sortait du lot. Il venait de Déborah, sa mère. « Tu ne me dois rien, mais je t'ai écouté. Et je suis fier de toi. Si jamais tu veux parler, j'aimerais bien. » Alice n'avait pas parlé à sa mère depuis des mois, pas depuis leur confrontation. Mais quelque chose dans ces mots a apaisé la tension qu'elle avait accumulée depuis si longtemps. Elle l'a appelé le lendemain. Au début, leur conversation fut hésitante, gênée. Mais peu à peu, elles commencèrent à déballer les années qui les séparaient. Déborah admit qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre, que la honte et sa propre peur l'avaient paralysée. Elle avait pensé que le silence protégerait Alice. Elle n'avait pas réalisé que cela se transformerait en blessure. Elles pleurèrent, elles rirent, et avant de raccrocher, Déborah dit quelque chose qu'Alice ne s'attendait pas à entendre. « Ton père aurait été si fier de ce que tu es devenu, même si cela t'a coûté beaucoup de souffrance. » Une semaine plus tard, Alice se tenait sur une petite scène lors d'un événement local consacré à la justice réparatrice. Elle a raconté son histoire, non pas pour susciter la sympathie, mais pour montrer à quoi ressemble la transformation lorsque l'on affronte enfin la vérité. Le public était silencieux, non par ennui, mais par respect. À la fin, un homme a levé la main. « Comment vivez-vous avec cette culpabilité ?» demanda-t-il. « Pour ce que vous avez fait à quelqu'un qui ne le méritait pas ?» Alice marqua une pause. La salle retint son souffle. « Je vis avec en ne fuyant pas, répondit-elle, en faisant mieux chaque jour, en choisissant la vérité plutôt que le confort, même quand cela fait mal. » Après la conférence, Michael s'approcha d'elle discrètement. Il ne s'était pas revu depuis le café. « J'ai regardé ça en ligne, » dit-il en faisant référence à son dernier podcast. « Vous lui avez rendu hommage, et vous vous êtes rendu hommage. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune amertume, juste quelque chose qui ressemblait à la paix. Ils se serrèrent la main. Pas de promesses, pas de nouveau départ, juste du respect. Et cette nuit-là, seule dans son appartement, Alice ouvrit son journal et écrivit une seule phrase. « Je ne suis plus celle que j'étais, et je n'ai plus besoin de l'être. » Ce n'était pas la vengeance qui l'avait libérée, c'était la vérité et la force de vivre avec. Il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos de la vengeance. Elle ne s'arrête pas lorsque vous obtenez ce que vous pensiez vouloir. Alice a passé des années à courir après une ombre, un nom, un visage à blâmer. Elle se disait que si elle pouvait simplement révéler la vérité, si elle pouvait faire payer quelqu'un, sa douleur disparaîtrait. Mais ce ne fut pas le cas, car la vengeance n'est pas une guérison, c'est une distraction puissante. Elle donne un but, une direction, une raison de se lever le matin. Mais sous la surface, la blessure continue de saigner.
Son histoire n'était pas seulement celle d'un père qui avait commis une erreur ou d'une fille qui avait mal compris. C'était l'histoire de ce que nous devenons lorsque nous laissons la douleur prendre le pas sur la vérité. Alice croyait que son identité était liée à l'innocence de son père, que s'il n'était pas l'homme qu'elle croyait, alors tout son monde s'écroulerait. Mais ce qu'elle a appris était plus profond, plus dur et bien plus libérateur. Les gens sont complexes. Ils nous aiment et pourtant, ils nous déçoivent. Ils nous protègent et pourtant ils mentent. Et parfois, ils nous font du mal pour des raisons qu'ils croient sincèrement justes. Le véritable poids du choix ne réside pas dans ce que les autres nous font. Il réside dans la façon dont nous réagissons une fois que nous avons appris la vérité. Alice a choisi de pardonner. Non pas parce que cela effaçait ce qui s'était passé, mais parce que cela lui permettait de recommencer à zéro. Aujourd'hui, Alice Walker n'est plus connue comme la fille d'un homme déshonoré. Elle est connue comme la femme qui a transformé sa douleur en motivation. Son podcast, The Weight of Truth, est devenu une plateforme qui touche des milliers de personnes. Chaque semaine, elle partage des histoires de perte, d'incompréhension, de réconciliation, et le chemin difficile et chaotique vers la justice émotionnelle. Pas la justice des tribunaux, pas les gros titres. Le genre de justice qui se produit quand quelqu'un dit enfin « j'avais tort, je te pardonne » ou « je ne veux plus porter ce poids ». Elle intervient dans des écoles, des prisons et des centres communautaires. Sa voix est calme, posée, non pas parce qu'elle a oublié la rage qui l'animait autrefois, mais parce qu'elle a appris à vivre sans se laisser consumer par elle. Elle a créé une association à but non lucratif qui porte le même nom que son podcast. Celle-ci fournit des ressources aux personnes en deuil, victimes de fausses accusations ou en rupture familiale. Non pas pour leur dire ce qu'elles doivent ressentir, mais pour leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules. Michael Reeds n'est jamais réapparu en public. Il a choisi une vie tranquille, loin des interviews et des déclarations. Et lorsqu'on lui pose des questions sur Alice, il répond simplement « Elle a fait ce que je n'ai pas pu faire. Elle a affronté la situation. » Quant à la mère d'Alice, Deborah, elle se parle tous les dimanches. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est réel. L'héritage laissé par Thomas Walker n'est pas un héritage de honte. C'est un héritage de transformation. Avez-vous déjà cru profondément à quelque chose pour finalement découvrir que vous aviez tort? Alice pensait se battre pour la justice. En réalité, elle luttait contre un chagrin inexprimé, irrésolu, qui la rongeait en silence. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, elle ne l'a pas libérée immédiatement. Elle l'a brisée. Ce n'est qu'alors qu'elle a pu recommencer. Combien d'entre nous portent en eux des histoires comme la sienne? Des histoires construites sur des demi-vérités, des suppositions ou le silence. Peut-être s'agit-il d'un parent que vous n'avez jamais pardonné, d'un ami que vous avez rayé de votre vie sans connaître toute l'histoire. Ou peut-être s'agit-il de vous-même. Que se passerait-il si vous cessiez de chercher des coupables et que vous commenciez à rechercher la vérité? L'histoire d'Alice n'est pas seulement la sienne, c'est la nôtre à tous, car à un moment donné, nous nous retrouvons tous à ce même carrefour, s'accrocher à la douleur ou choisir quelque chose de plus difficile, la guérison. Maintenant, j'aimerais connaître votre histoire. Avez-vous déjà découvert une vérité qui a bouleversé toutes vos certitudes? Cela vous a-t-il détruit ou construit? Racontez-nous tout dans les commentaires. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui révèlent ce qui se cache derrière nos choix. Car parfois, le choix le plus difficile est celui de lâcher prise.